Cette vidéo essaie de célébrer les sacrifices, les luttes et les batailles héroïques des Bni Hassan et des Zmour qui marquent une partie douloureuse de l'histoire de Kénitra. L'année 2011 représente le centenaire du débarquement français à Mehdia, Kénitra, action menée sous le prétexte de secourir la ville de Fès. La marche sur Kénitra visait en réalité la conquête de la plaine du Rhelb, la soumission des Bni Hassan, pacification des régions de Fès-Meknès et la mainmise sur les riches terres cultivables du Haut-Sébou. Le gouvernement français décida le 23 avril 1911 de porter le chiffre du corps expéditionnaire à 27 000 hommes et d'envoyer en même temps une forte colonne sous le commandement du général Moignet à Mehdia. Le nom de Kasbah de Kénitra, à 37 km au nord de Salé, apparut alors, base de l'intendance à 6 étapes de marche de Casablanca. Il fallut donc organiser une tête d'étape à Kénitra. Mehdia, à l'embouchure de Sébou, avait été le point de débarquement de la colonne de Moignet, qui avait occupé Fès et Meknès en mai. Les troupes envoyées d'Oran en renfort avaient porté à près de 15 000 hommes l'effectif total du corps d'occupation qu'il fallait approvisionner avant l'hiver. L'intérêt d'utiliser la voie fluviale pour ravitailler les postes militaires de la ligne d'étape devenait primordial. L'opération du colonisateur à Mehdia Kénitra, de par sa situation sur l'Atlantique, servait tout naturellement de point de débarquement des Français. Le colonel Brulard commandait le corps expéditionnaire composé, outre les miliciens, de 3 bataillons, plusieurs escadrons, 2 batteries montées, 2 sections de montagne, une ambulance, une section de mitrailleuses, tous les services auxiliaires, au total plus de 3 000 hommes. Les chameaux réquisitionnés dans toute la Chaouia sont remis par groupe de 100 après avoir été chargés à Casablanca de vivres et de munitions. Une section du génie était campée près de Mehdia. Elle est employée à aménager un quai provisoire sur la rive gauche de l'Oued Sébou afin de permettre le débarquement du matériel et des approvisionnements pour les troupes qui seront introduites par Mehdia. Les troupes étaient cantonnées dans la Kasbah et les fournisseurs de l'armée avaient élevé leurs baraques en dehors des murs. Les colons français affluèrent de toutes parts pour s'accaparer des terres arrachées aux autochtones. Et pour faire face à une forte demande, dont des colons venus d'Algérie, l'occupant dut diriger les nouveaux arrivés vers Kénitra et les plaines du Rhelb. Le corps expéditionnaire du Maroc s'organisait de toutes parts. Alger, Toulon, Nice, Cherbourg, Constantine, Marseille, Rochefort, Versailles, Perpignan, Sète, Brest, Nantes, Tunis et Blida. Dans le but d'intimider la population alliée à la résistance et pour exorciser la peur bleue qu'ils avaient de leurs adversaires, les forces coloniales françaises mobilisaient des milliers de soldats et tout un arsenal de matériel sophistiqué et destructeur. Le colonel Brulard et les goumiers du capitaine Simon, qui l'accompagnaient, représentaient un effectif de 5 000 hommes. Derrière eux était constitué un second échelon de 3 000 hommes sous les ordres du colonel Gouraud. Cet échelon est stationné à Kénitra où il attendait encore le général d'Albiez avec 1 500 hommes.
2 escadrons de spahis, 2 compagnies de la Légion étrangère et 300 chameaux avec des munitions traversaient Bourgreg. 1600 coloniaux, ayant à leur tête le colonel Gouraud, ont traversé Bourgreg allant à Kénitra. Le général Moignet est parti avec eux. 1200 goumiers, commandés par le commandant Simon, ayant comme adjoint le lieutenant Guetto, campaient à Kénitra, où se trouvait un gué du Sébou et où seraient adressés les approvisionnements venus par mer à Mehdia, à l'estuaire du Sébou. La Mhella, les Goum et les contingents du colonel Brulard sont campés près de Kénitra. Le colonel Brulard a installé un petit poste radiotélégraphique communiquant avec Rabat. La Mhella del-Umrani, campée à Kénitra, était composée de milliers de cavaliers venus soutenir les Français contre les Ibn Hassan et Zemmour. Les Mhella sont composés de mercenaires. Le jour où ceux-ci ne seront plus payés, ils écouteront les conseils de la désertion. Les forces françaises devaient soumettre les tribus Ibn Hassan et Zemmour pour avoir les coudes libres dans leur arbre. Des batailles féroces flambèrent la région pendant lesquelles la composante Hasnaoui et Zemmouri avait fait preuve d'une combativité héroïque qui n'avait pas manqué de surprendre l'envahisseur. Dans le dessein de s'allier l'opinion publique et de la convaincre du bien fondé des tueries massives au sein de la population autochtone, seule façon de garantir une victoire rapide, les forces françaises avaient fait l'usage de la photographie lors de la conquête de Mehdia Kénitra. La Mhella du commandant Brémond s'est montrée impitoyable sur les territoires des résistants. Elle a mis le feu aux récoltes et aux douars. Un rassemblement de Marocains qui n'était pas un camp, qui n'était pas une armée, qui était un village nomade, un rassemblement d'hommes, d'enfants et de femmes. Ce rassemblement, qui n'a même pas essayé de se défendre, a été surpris, enveloppé par l'artillerie, foudroyé et que nul être humain n'a échappé. On ne peut même pas parler de combat. Ce ne fut pas un combat, ce fut une course. Et dans le camp, tout a été passé à la baïonnette. Comptez sait combien les Marocains sont audacieux et braves. Ce n'était pas une bataille, ce fut un égorgement d'une population qui voulait vivre en paix. On pillait les douars, on raflait le bétail, tous les chameaux, les mulets de la Chaouia et même de Ralb furent réquisitionnés. On brûlait les récoltes, on s'appropriait de tout pour sanctionner une population qui s'acharnait à repousser l'occupant. On brûlait une partie de la forêt Mamoura autour de Kénitra pour déloger les résistants. Des amas de décombres, des trous noirs, on reconnaissait encore la place où avaient été des foyers. Des effets du canon, de canons de campagne, là où quelques familles de pasteurs avaient tant d'années vécu en paix. Mais la colonne était venue. Ils avaient résisté ou voulu le tenter avec leur mkhla. Tous avaient été en quelques instants broyés sous les obus. Pour donner une idée sur l'énormité des pertes humaines, il suffit de rappeler que, pour une seule bataille, le bombardement des Ibn Hassan et des Zemmour près de Kénitra avait duré en continu 3 jours et 3 nuits, de même le bombardement de Casablanca. Contentons-nous d'imaginer les nombres de victimes marocains, car, compte tenu de la censure, nul média n'en pie pas mot. L'artillerie fut employée aux opérations qui durèrent 3 jours, du 7 au 9 mai 1911. Pendant ces 3 jours, le canon n'a pas cessé de tonner. La colonne, arrivée à l'entrée de la forêt sur le lieu du guet-apens du 5 mai, rencontra un Marocain qu'elle accusa d'avoir pris part à l'attaque du convoi de chameaux et qui fut fusillé sans jugement par un peloton composé de 2 tirailleurs algériens et de 2 soldats coloniaux.
Le cadavre ayant été exposé au bord de la route, toute la colonne défila devant lui. En 1911, le corps expéditionnaire de Fès, ne pouvant compter trouver dans la région qu'il traversait aucune des ressources qui lui étaient utiles, avait été dans l'obligation de transporter à dos de chameau non seulement sa propre nourriture, mais encore celle des bêtes elles-mêmes. Le problème était tel qu'il devenait presque insoluble quand la distance augmenta, car alors l'animal mangeait plus qu'il ne portait. Il devenait donc indispensable de faire de la Kasbah de Kénitra tête d'étape et elle connut une activité fébrile. Le camp comprenait alors 1000 hommes de plus. Il s'agrandissait, s'étendant sur un immense demi-cercle autour de la vieille Kasbah qui servait de magasin à l'administration. L'occupation de la Kasbah de Kénitra amplifia la résistance des populations dans le Gharb et Zmour. Les tribus amazirs et les tribus arabes coordonnaient efficacement entre elles pour faire face à l'agresseur. L'opinion publique française commençait déjà à douter de la capacité de ses soldats à prendre Kénitra et sa région pour voler soi-disant au secours de Fès. Les tribus des Bni Hassan et des Zmour ont attaqué vendredi 5 et samedi 6 mai 1911 une colonne de secours française entre Salé et Kénitra. La lutte acharnée se prolongea pendant les 2 jours. Les tribus en question réussirent à capturer plusieurs centaines de bœufs, 175 chameaux, auxquels ils ajoutèrent le lendemain 60 mulets. L'attaque recommença pendant la journée du dimanche. Un nouveau convoi français de 713 chameaux chargés de munitions et de vivres fut également capturé, ainsi que les 2 chameaux qui portaient le trésor d'une partie de la colonne. Les Français ont perdu 36 des leurs et ont eu en outre de nombreux blessés. Quant aux résistants, ils n'ont eu que des pertes insignifiantes. Les Marocains attaquaient en ordre dispersé. Les charges de leurs cavaliers n'étaient pas arrêtées complètement par l'artillerie ou les salves de l'infanterie. Leur courage et leur acharnement étaient tels qu'ils arrivèrent jusqu'aux baïonnettes de l'envahisseur. Les tribus des Bni Hassan et des Zmour s'opposaient à la marche de la colonne de secours. Un groupe d'une centaine de Zmour a attendu le 5 mai 1911 à 6 heures du soir le passage d'un convoi de chameaux sur la piste de Mehdia. Une attaque soudaine a permis aux résistants de s'emparer de plus de 150 chameaux. En dépit des informations erronées publiées par les journaux coloniaux et malgré l'occultation des rapports militaires français, personne ne pouvait dire que la machine de guerre coloniale avait pris Kénitra et sa région en se promenant. Les pertes matérielles et humaines étaient énormes. Mais seules sont rendues publiques les pertes en officiers. Les étapes sont marquées par le nom des morts, le lieutenant Monod et le capitaine Petitjean. Les tirailleurs sénégalais et les tirailleurs algériens et les zouaves n'avaient pas droit à cet honneur. Les morts que l'armée française avait à déplorer depuis le début de la marche sur Fès sont tous tombés entre Salé et Kénitra. Le colonel Simon, avec toute son infanterie, escorta un convoi de ravitaillement de 800 chameaux. Un nouveau convoi de 1200 d'autres chameaux était attendu. La colonne d'expédition campait autour de la Kasbah de Kénitra, qui est située sur la limite des Farouche Bni Hassan. Elle était alors derrière les murs crénelés de son enceinte rectangulaire sur la rive gauche du Sebou. Les forces françaises qui campaient autour de Kénitra étaient composées de tirailleurs sénégalais, un corps de militaires
constitué au sein de l'Empire colonial français en 1857, principal élément de la force noire. De tirailleurs algériens et tunisiens, appelés aussi turcos. De zouaves et spahi. Spahi est un mot d'origine turque signifiant soldat, des troupes efficaces et redoutées contribuant à la conquête du Maroc. De légionnaires, cette troupe était destinée à combattre hors de la France. La légion étrangère ne peut combattre qu'outre-mer, sauf si la métropole est envahie. Et de chasseurs d'Afrique, servis sous les ordres de Joseph Ventini, alias Youssouf, et qui formaient l'escadron indigène. Les colonnes Brulard et Simon, réunis à Kénitra, possédaient tous leurs approvisionnements. Il est à noter que durant ces combats, l'envahisseur n'épargna pas l'inviolabilité des mosquées. Il divisa la mosquée de la Casbah de Kénitra en divers locaux. Elle abrita le dispensaire, le service télégraphique sans fil, l'école, l'église, la résidence pour le chef militaire, la résidence pour le contrôleur civil. Le résident général Lyoté n'a pu faire son entrée à Kénitra, accompagné de M. Tirard, secrétaire général du protectorat, et du colonel Pellé, chef d'état-major, qu'au 1er avril 1913 sur automitrailleuse. La terre était arrachée aux indigènes et donnée sous forme de concessions à de riches triporteurs, à des journalistes gouvernementaux et même à des politiciens influents. C'est la colonisation qui commence.